Eh bien, les participants à la 5e table ronde, venez prendre part. Bonjour, ça va? Eh bien, vas-y. Prenez place au fur et à mesure. Bonjour. Oui, non, ça va très bien. Installez-vous comme bonjour. Alors, nous, on s'est vu tout à l'heure. Rebonjour. Et puis, nous, hein? On a 7 sièges là. Oui, c'est bon. On ne laisse pas la salle le temps de refroidir. Hein. C'est les cadences infernales cet après-midi à l'UAV chaud, mais c'est pas plus mal. Du coup, il me faut un peu de temps moi, pour me caler. C'est tout bon, on est prêt. Voilà. Donc, alors, désolé pour ceux qui étaient là hier, désolé pour ceux qui étaient là avant-hier, ce matin. Je m'appelle donc Gilles Roy, je suis le fondateur et le rédacteur en chef d'Aérobuzz, et Aérobuzz est le partenaire historique du AV Show. Et donc c'est pour ça que j'ai le plaisir à la fois d'animer ces tables rondes, et puis également donc le Démo Day demain. Et puis, dans le cadre de ce partenariat également, donc, ces débats sont retransmis sur les chaînes Twitch et YouTube d'Aérobuzz, ce qui fait que donc on multiplie par X la capacité de la salle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter que j'ai... Voilà, donc le mode d'emploi de cette 5e table ronde, il est identique aux précédentes, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va débattre entre nous avec les intervenants, le temps que vous ayez comme ça des questions qui chauffent, et puis après ce sera à vous de poser les questions. On aura Romy qui va relayer le chat pour poser également, être le porte-parole du chat. Voilà, donc on va commencer tout de suite, et puis je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter brièvement. Il y en a certains qui sont déjà là en deuxième table ronde. Hein, et donc, vous vous présentez, puis après, on rentre dans le vif du sujet. Donc, qui vous êtes, et puis, quelle est votre société. Voilà. Go. Bonjour. Donc, oui, ça marche, bonjour. Ça fonctionne. Nance Darayan, donc AMIAD. L'AMIAD, c'est l'agence ministérielle pour l'IA de défense. C'est une toute nouvelle agence qui a été créée donc, en mai 2024. Par le ministère, donc directement rattaché au ministère. Donc, l'objectif de l'AMIAD, c'est d'accélérer le développement, l'intégration et le déploiement des technologies d'intelligence artificielle à grande échelle pour tous les besoins du ministère. Pierre-Alain Gaujard de Helsing. Alors Helsing est un groupe européen avec des bureaux en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, avec un peu plus de 700 personnes maintenant, qui est centré sur l'IA de défense, avec des applicatifs notamment dans le monde des drones. Et j'ai rejoint Helsing il y a 2 ans et demi, après une carrière de 21 ans comme pilote militaire d'hélicoptère. Alors vous avez des micros. Hein, Okay, merci. Donc Maxime Ray, je suis président et cofondateur de Delphox. Delphox, c'est une société d'intelligence artificielle pour la défense également, qui existe depuis bientôt 8 ans et qui est pionnier sur tous les sujets d'autonomie décisionnelle, et en particulier appliqués aux vecteurs embarqués. Merci. Bonjour, je suis le commandant Bataille. J'appartiens au commandement de la force des opérations terrestres. Donc en l'occurrence, c'est le commandement qui assure le contrôle sur toutes les forces projetables terrestres. Donc moi, en l'occurrence, je suis en particulier en charge de l'emploi des drones pour le CEFOT.
Donc je suis plutôt un client de la MIAD et des différents industriels qui pourront nous mettre à disposition des solutions d'intelligence artificielle. Voilà, il y a quelques réflexions de base sur ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, je suis Nadia Maref, je dirige la filiale française du groupe européen Takeover. Donc Takeover, c'est un leader européen dans les drones de surveillance de longue endurance. Nos drones ont été conçus et pensés avec un mindset software, puisque la société vient du monde du software avant de faire du hardware. Donc je dirais que nos drones aujourd'hui intègrent naturellement de l'IA partout où cela fait sens. Bonjour à tous, Adrien Bernard, membre cofondateur de Altares, une jeune société française qui fait des logiciels pour les drones. Tout type de drones, on s'intègre sur tout type de vecteurs pour assister les pilotes dans leur mission de reconnaissance et d'interception. Merci bien pour ce tour rapide. Donc, ce qui ressort des échanges qu'on a eus là, depuis 2 jours, et puis bon, on n'a pas attendu l'UAV Show pour le dire, c'est que personne n'avait prévu la place que prendraient les drones dans la guerre moderne. Ce matin, il y avait une expression qui était très très intéressante du côté des militaires qui disait que les drones sont apparus dans le pli de la carte. Chacun avait son rôle, et puis ben, voilà, on a découvert les drones, et maintenant il faut faire avec. Et donc personne n'avait prévu la part que prendraient les drones, mais personne non plus n'avait prévu la part qu'allait jouer l'intelligence artificielle dans le développement, dans l'essor des drones. Et à en croire les experts, on n'a encore rien vu. On n'en est vraiment qu'au balbutiement. Donc c'est ce que nous allons voir avec vous là, c'est tout maintenant. Drone plus IA, est-ce que c'est le duo gagnant à tous les coups? Donc, Nadia, donc, hier, vous étiez ici et vous nous avez présenté donc, le développement industriel de la société Takeover. Ça vaudra le coup que vous réexpliquiez qui est Takeover, comment vous êtes organisé. Mais quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit que vous avez commencé à livrer en Ukraine des drones dès 2022 et des drones naturellement nourris à l'intelligence artificielle. Naturellement, qu'est-ce que vous voulez dire par naturellement? Oui, alors en effet, on est présent en Ukraine depuis 2022. Alors nos drones étaient naturellement dopés à l'IA et de manière aussi très peu naturelle, c'est-à-dire avec le contexte ukrainien, on a dû augmenter la part d'IA dans nos drones. Je pense que tous les drones à l'origine sont tous télépilotés avec de l'humain au centre des décisions, etc. Et on s'est très vite rendu compte que cela générait énormément de limitations à l'usage des drones, que ce soit d'un point de vue opérationnel pour être résistant au brouillage, qui est un des premiers apprentissages durs qu'on a rencontrés en Ukraine lorsqu'on est arrivé. Il a fallu trouver des solutions. Et aujourd'hui, nos solutions intègrent toutes de l'IA, mais pas que. Il y a aussi des solutions plus d'ordre physique, technologique, qui ne sont pas liées à de l'IA, avec des systèmes notamment de navigation basés sur de la reconnaissance visuelle, basés sur l'IA ou non. Il y a aussi la charge cognitive, je dirais, des opérateurs, qui a été énormément impactée par le fort usage des drones en Ukraine par rapport aux usages jusque-là plutôt civils de nos drones, auxquels il a fallu qu'on apporte aussi des réponses en rajoutant des couches de détection automatique, d'aide à la prise de décision. Alors il y a toujours de l'humain à la fin pour décider, mais tout ce qui a pu alléger la charge cognitive des opérateurs a été bienvenu, puisqu'on opérait nos drones, qui sont des drones de longue endurance, pendant 10-12 heures jusqu'à 20 heures pour la R5. On avait besoin d'alléger cette charge cognitive, et c'est vrai que quand on opère différentes charges utiles par un seul opérateur, ça devient complexe. Et ensuite, pour démultiplier, lorsqu'on fait des concepts de swarming de drones type AR3, il est nécessaire aussi de mettre de l'IA pour permettre aussi à l'opérateur, ça c'est plutôt un problème RH, de gérer plusieurs drones en parallèle à travers d'une seule station sol. Donc je dirais que voilà, l'IA, on l'a injecté un peu partout, là où on a dû résoudre des problèmes opérationnels.
D'accord. Alors après, dans un second temps, on verra comment justement vous l'avez fait. Pierre-Alain Goujard, pour Helsing, vous avez envoyé déjà un premier lot de 4000 drones HX2, plus il y en a d'autres dans les tuyaux. Oui, 6000 de plus. 6000 de plus. Et quand on parle avec vous de ces drones, vous nous expliquez qu'ils ont été construits autour du logiciel et de l'intelligence artificielle. C'est un petit peu ce que disait Nadia. Et donc, si ça a été construit autour, ça veut dire que l'IA est la part centrale du drone ? Oui, c'est vrai. Alors, pour expliquer ça, il faut être d'accord sur le fait que c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que quand vous voyez un drone, c'est physique, ça rappelle un avion ou un jouet ou quelque chose, bref, quelque chose de vaguement familier. Et on va s'attacher à ça et on va se dire c'est ça qui est important, c'est sa voilure, c'est sa taille, c'est la charge utile qu'il peut emporter, etc., etc. Et maintenant j'invente l'IA et je vais prendre de l'IA et je vais mettre sur ce drone. Est-ce que ça va marcher ? Peut-être. Mais ça ne sera pas le plus efficace. Parce que si ce drone n'est pas à 100% conçu pour travailler avec de l'IA, au service de l'IA, un peu comme le disait Nadia, eh bien vous allez avoir tout un tas en fait, de bottlenecks, de goulots d'étranglement physiques qui vont être par exemple la distribution thermique dans le drone, qui vont être les vibrations, qui vont être le placement des capteurs, les performances de ces capteurs. Vous allez avoir tout ça qui va empêcher en fait votre IA de fonctionner à 100-120% de ses capacités. Maintenant, je prends le cas inverse. J'ai besoin d'une IA pour travailler en milieu contraint, avec du déni d'accès, par exemple avec du brouillage sur les communications vidéo, du brouillage sur le GPS. Je vais devoir évoluer donc dans cette situation tactique complexe. Je vais devoir quand même renvoyer des informations vers l'arrière et je vais devoir proposer des cibles à mon opérateur. L'IA sait faire tout ça. Je sais ce que veut faire mon IA. Maintenant, je vais calibrer le drone qui va être parfaitement adapté à cette situation. Et ce drone-là, je vous le dis tout de suite, il n'existe pas dans l'ère d'avant, dans l'ère des drones sans IA. Ce drone-là n'existe pas. On va faire un drone qui va être parfaitement au bon niveau de qualité pour permettre à cette IA de fonctionner. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'un petit peu magique. Alors l'IA n'est pas magique, mais je dis ça pour attirer votre intérêt. C'est qu'en fait, vous allez avoir l'IA qui aspire le hardware. C'est-à-dire qu'il y avait des fonctions qui avant étaient données au hardware, c'était très cher. Vous allez alourdir votre drone avec des éléments en plus. Et ces éléments, maintenant, vont être traités par du logiciel. Et ça, quand vous concevez d'emblée le drone avec de l'IA, ces éléments-là, vous ne les mettrez pas. Ça, c'est une présentation, oui, assez originale de la place de l'IA dans le drone. Adrien Bernard, Altarex est une jeune société qui, elle, là c'est pareil, alors à une autre échelle bien sûr, puisque là avec Tekever et Helsing, on a les poids lourds du secteur. Vous démarrez, mais vous customisez les drones. Oui, c'est ça. Nous, on est peut-être un peu aux antipodes de Helsing, parce qu'en fait, on va venir prendre en compte le besoin de l'armée tout en gardant leurs vecteurs. C'est-à-dire que les vecteurs utilisés par l'Ukraine aujourd'hui, c'est énormément les DJI. On avait la capacité de développer un outil autour de DJI. Du coup, on a développé notre propre application qui permet d'assister les pilotes dans leur mission de reconnaissance tout en réduisant leur charge cognitive. Un outil assez simple. On garde le vecteur, on améliore au final le drone, et ça permet, en un claquement de doigts, en fait, de permettre. Alors certes, c'est peut-être pas 100% de la capacité d'une IA, mais c'est déjà un atout énorme. Quand aujourd'hui les pilotes de drones sont surchargés, font face à du stress, de la fatigue, s'ils loupent quelque chose, ça peut être un sujet de vie ou de mort. Du coup, l'idée c'est de jouer sur ces 80%, même si on prend les 100%, on aura 80%. C'est peut-être aujourd'hui pour ça qu'on a pu aussi se développer une jeune start-up dans la défense. C'est assez. Oui, parce que vous avez 2 ans d'existence, c'est ça. On a que 2 ans. On a commencé d'abord avec l'Ukraine. On essaye maintenant de se développer au niveau de la défense française, qui n'a pas forcément les mêmes besoins. Vous êtes une start-up française ? Française. Et vous avez démarré directement en Ukraine ? On a démarré directement avec l'Ukraine parce qu'on privilégiait de contact auprès des unités de l'armée ukrainienne grâce à Adrien Canter, qui est notre CEO. Ça nous a permis en fait, d'avoir des rétextes en temps réel, de la donnée, c'est une mine d'or pour l'IA, et en fait de faire évoluer nos algorithmes en fonction des besoins de l'armée ukrainienne qui
Ce sont des besoins qui évoluent aussi vite qu'une boîte qui peut avoir l'agilité d'y répondre. Pierre-Alain. Alors juste une chose, on a un immense respect pour ce que vous faites, Altares, pour le prix que vous avez gagné, il me semble, il n'y a pas si longtemps avec l'OTAN. Oui. Bravo pour votre parcours. Je pense que quand on travaille tous les deux pour l'Ukraine et pour la réussite de l'armée ukrainienne, je n'aime pas dire qu'on est aux antipodes. Si vous me permettez de compléter mon propos. Pas de problème. En fait, on est passé par là et on comprend très bien que nos clients utilisateurs, les armées, ne vont pas changer de drone du jour au lendemain pour acheter des drones Helsing. Je dis juste que ce n'est pas le cas forcément idéal pour la performance de l'IA, comme vous l'avez rappelé. Et en fait, on vient de là parce que notre premier drone qu'on a développé en masse en Ukraine, le HF1, c'était fait avec un partenaire ukrainien. Donc on a dû prendre ce drone et on a dû faire tout ce travail de réentraînement, de fine-tuning, comme on dit chez nous, qui est pas très cost-effectif pour le coup et qui nous a donné envie de développer notre propre drone. Voilà, je me permettais juste de réagir. Merci. On continue notre tour. Maxime Ray, vous êtes aussi à fond dans l'intelligence artificielle et vous greffez de l'intelligence artificielle dans les drones aussi. Exactement. Nous, notre fer de lance, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'autonomie décisionnelle sur ce type de vecteur, donc avec une technologie bien spécifique qui est l'apprentissage par renforcement en intelligence artificielle, sur laquelle on est pionnier depuis nos débuts, avec laquelle on a participé à de nombreux programmes d'innovation auprès des industriels de défense. Et donc, dans un premier temps, avant de développer des briques d'autonomie décisionnelle pour les drones, on a développé la plateforme logicielle autour de cette technologie qui permet de concevoir finalement ces modèles d'IA qui permettent de contrôler le drone. Donc on a conçu ces plateformes, ces algorithmes, ces outils à travers une plateforme qui s'appelle RealMind qui permet donc de concevoir des systèmes autonomes et apprenants, aussi bien mono-agents que multi-agents. Donc particulièrement, et c'est une technologie clé qui permet d'adresser des cas d'usage complexes, en particulier ceux de nos clients, où il y a des scénarios multi-agents, donc ces fameux essaims dont on parlait, et qui nécessitent des coordinations entre les différents drones, qui est particulièrement complexe et sur lesquels les algorithmes, les solutions algorithmiques classiques, analytiques, peuvent vite ne pas suffire en fait. Et donc c'est ce qu'on apporte dans ce secteur du drone. Et donc aujourd'hui, effectivement, en plus d'apporter donc les solutions pour concevoir ces modèles, eh bien on apporte des briques qui sont compatibles. Donc effectivement, on n'a pas vocation à ce stade à vendre nos propres drones, mais par contre, on se rend compatible aux drones du marché et ceux de plus grands standards, donc des drones en particulier qui vont être compatibles avec les microcontrôleurs open source Pixhawk PX4, avec des systèmes de matériel bien connus comme de Jetson Nano. Donc on va se rendre compatible à tout cet écosystème open source qui est utilisé finalement dans pas mal de drones pour proposer nos briques, donc complémentaires à des modules de détection. On a des partenariats pour les briques d'IA qui concernent la détection, et nous finalement on va coordonner avec nos différents partenaires de la région Nouvelle-Aquitaine, et bien on va apporter cette brique d'autonomie décisionnelle qui va être compatible avec différents types de drones, pour différents types de drones. Donc on apporte des briques donc sur étagère, vous l'aurez compris, pour des drones équipés d'un certain type de capteurs et avec cette architecture générique. Donc on développe des middleware et en plus pour accepter nos briques pour intégrer nos briques IA sur ce genre de matériel. Et puis, en plus de pouvoir développer à façon des briques en fonction des différents cas d'usage dont tu pourrais y avoir besoin dans ce secteur. Mais alors, ça veut dire que si vous avez une raison d'être, ça veut dire qu'il existe des fabricants de drones qui n'ont pas la capacité de développer de l'intelligence artificielle. Alors, ça me ramène à la réflexion que faisait Nadia Maref et puis Pierre-Alain Goujard, qui disait qu'un drone, en fait, est construit autour de l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'il y a des constructeurs de drones qui ont oublié quelque chose ?
Écoutez, nous, on a de la démarche plutôt inverse, en toute transparence. C'est-à-dire que nous, on cherche plutôt... les drones, ça existe depuis un certain temps, et on cherche à s'intégrer sur le marché du drone, avec des composants qui existent déjà bien, et que les dronistes utilisent. Et puis, on cherche à se rendre compatible sur ce marché et positionner nos briques sur ce grand marché, aussi bien en France qu'à l'international. Donc, c'est plutôt notre démarche. D'accord. Alors, l'agence ministérielle pour l'IA de défense, il faudrait que vous nous la présentiez un peu plus en détail et voir comment elle se positionne dans l'écosystème. Oui, volontiers. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agence ministérielle pour l'IA de défense, elle a été créée donc assez récemment, en mai 2024. L'objectif, le rôle de l'agence, ça va être donc de superviser tous les projets d'IA au sein du ministère pour tous les usages qui soient embarqués, par exemple, comme c'est le cas de ce dont on parle aujourd'hui, dans les drones, au service du commandement, pour l'aide à la décision, par exemple, ou bien pour des besoins organiques du ministère. Donc c'est un projet ambitieux. L'agence est actuellement composée de 175 agents, si je ne me trompe pas, donc 150 au pôle technique à côté de Rennes, sur le site de la DGAMI à Bru, et le reste donc au pôle recherche à Palaiseau. L'objectif est d'arriver à 300 agents fin 2026, et donc ce afin d'accomplir toutes les missions de l'AMIAD, dans le but donc de garantir la souveraineté sur les aspects liés à l'IA, en particulier la maîtrise des modèles, la détention des moyens de calcul. Si vous avez suivi, on vient de se doter du supercalculateur Asgard, et également la détention et le stockage des données, notamment des données sensibles. Donc pour en revenir un petit peu au sujet actuel, donc c'est vrai qu'on supervise tous les projets d'IA, en particulier les projets liés à l'IA pour les drones. Donc on fait ça avec plusieurs acteurs du ministère, beaucoup d'acteurs de l'armée de terre, notamment la STAT, le CCF. Et on a donc différents projets qui visent, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment de chacun de ces projets-là, mais on a des projets qui sont plus dans le court terme, va-t-on dire, sur l'amélioration des opérations actuelles, typiquement l'aide à la prise de décision, pour par exemple calculer de meilleurs plans de vol de façon automatisée. On va avoir des projets qui vont être plus disruptifs, qui viseront à développer des unités autonomes qui sont capables d'accomplir elles-mêmes une mission sous la supervision donc, du chef tactique. Donc voilà, on a vraiment ce rôle-là de supervision de tous les projets d'IA en particulier. Supervision, mais vous développez aussi des... Exactement. Donc à ce moment-là, vous rentrez en concurrence avec des entreprises privées ? Alors, pas exactement. L'objectif, donc, c'est aussi de bénéficier de tout la BITD, en fait, de tous leur savoir-faire, leur puissance, là où ils sont pertinents, donc d'intégrer leurs produits. On a effectivement une force de frappe en termes de production, mais ça ne veut pas dire que tout l'IA qui va être utilisé dans le ministère va être développé par l'AMIAD. On a cette force de frappe parce que oui, on a 300 agents, mais l'objectif, c'est quand même d'utiliser au mieux les capacités de la BITD pour maximiser en fait le bénéfice au profit du ministère. Vous dites 300 agents. Pierre-Alain, Nadia, vous avez combien de personnes dédiées à l'intelligence artificielle au sein de vos propres entreprises ? Alors, l'équipe est en forte croissance. Je n'ai pas le dernier chiffre, mais je sais qu'on est au-dessus de 50. Je ne sais pas très bien. 50 pour un groupe qui fait... Pour un groupe qui fait 1 millier de personnes. D'accord. Et vous, de votre côté, chez Helsing ? Donc chez Helsing, on a 400 ingénieurs en IA. 400 ? Dont la moitié ont une thèse. D'accord. Là, c'est la force de frappe. Alors...
On va se tourner maintenant vers l'utilisateur, parce que là, pour l'instant, on a parlé de développement de produits, tout ça, mais en fait, c'est pour donner un outil aux hommes qui sont et aux femmes qui sont sur le terrain en première ligne. Comment vous voyez arriver cette intelligence artificielle? Alors, ce matin, on a commencé à en parler, puisqu'on a passé déjà 1h30 ensemble ce matin pour parler de lutte anti-drone. Là, on élargit vraiment le débat. Bien, comment dire, je pense que tout a été dit déjà. On voit bien évidemment les avantages immédiats qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle. La réduction de la charge cognitive, parce que ça, c'est une vraie limitation, surtout dans un cadre tactique, avec, comme ça a été déjà évoqué, effectivement le stress, la fatigue, ainsi de suite. Donc globalement, effectivement, ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches un peu récurrentes. On se rend compte également qu'il y a un certain nombre de capacités qui demandent des temps de réaction extrêmement courts. Je pense notamment à l'interception de drones en vol. On se rend bien compte que là, on va dans des temps de réaction qui sont tellement rapides que c'est pas atteignable par un opérateur, même s'il est extrêmement entraîné. Donc on voit bien que sur certaines capacités clés, on aura besoin de cette intelligence artificielle. Ensuite, bien évidemment, c'est le troisième point qui a déjà été également évoqué, c'est l'aide à la décision. Parce qu'effectivement, avec une charge cognitive importante, un stress important, et un flux d'informations provenant du capteur ou des capteurs, provenant également de l'environnement de l'opérateur, on se rend bien compte qu'une solution d'aide à la décision apporte une vraie plus-value. Évidemment, après, derrière, au-delà des aspects éthiques, ainsi de suite, évidemment, on a aussi cette nécessité de garder l'intelligence artificielle à bon niveau. C'est-à-dire, quand vous dites à bon niveau, ça veut dire... C'est-à-dire qu'en fait, globalement, là encore une fois, d'un point de vue purement utilisateur, de base, l'intelligence artificielle doit être pour nous une aide, mais doit pas, la décision doit rester à la main d'un chef tactique. Voilà, donc on peut automatiser un certain nombre de tâches, mais effectivement, il y a forcément un trait à délimiter, à bien placer avec ce qu'on souhaite. Et on se rend compte aussi également que les besoins, et c'était valable d'ailleurs pour le LAD ce matin, on voit bien que les besoins ou ce qui est observé dans différents affrontements. Donc globalement, en fait, l'intelligence artificielle dont aura besoin l'armée de terre, elle devrait être calée aussi en fonction de son organisation, de ses moyens déjà existants, de son éthique et de sa manière de conduire les opérations. Mais donc là, si on prend le cas spécifique de l'armée française, on est encore au stade de la réflexion, on avance tout ça. En Ukraine, on est en plein cœur de l'action. Donc les questions se posent, il faut apporter une réponse immédiatement, et notamment à quel moment le combattant reprend la main au moment de la décision. Pour ceux qui ont une expérience, Pierre-Alain, comment vous fixez cette ligne? À quel moment le passage de relais? Alors je vais vous répondre, mais d'abord, si j'étais un petit peu taquin, je poserais une question aux militaires qui sont dans la salle. Est-ce que vous pensez vraiment que dans les 30 dernières années, à chaque fois qu'on a tiré un obus d'artillerie, il y avait un capteur pour voir où il tombait et s'il tombait bien sur l'ennemi? Spoiler alert, la réponse est non. Par contre, aujourd'hui, l'acceptabilité de laisser un drone dans une killbox choisir sa propre cible, un peu comme un obus d'artillerie qu'on aurait tiré sans savoir où il va, cette acceptabilité, elle est au niveau 0 dans les armées occidentales. C'est en train de changer, par pragmatisme, mais la règle de base, ça reste quand même que culturellement, un occidental n'accepte pas d'avoir un drone choisir sa cible alors qu'il accepte d'envoyer un obus là où il n'a pas de capteur. Voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça changera peut-être, pour l'instant, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il y a une expression anglaise qui s'appelle le meaningful human control, qui est faire intervenir l'humain quand c'est intéressant. Maintenant, il faut définir avec le client utilisateur ce qu'est quand c'est intéressant.
Vous allez avoir des clients qui vont nous demander de rajouter des boucles de contrôle au décollage du drone, à l'entrée sur une zone, au passage de la ligne des troupes amies-ennemies, qu'on appelle la flotte. Il y a d'autres armées qui vont nous demander, par exemple, d'enlever des boucles de contrôle. Elles fonctionnent comment, ces boucles de contrôle? C'est simplement des logiques intégrées au drone qui font que s'il n'a pas une action de son opérateur, il doit revenir vers la base. Ce qui est un peu embêtant pour une munition téléopérée, quand même. Donc, l'important, c'est de pouvoir décider selon le niveau de risque qu'on tolère pour la réalisation de la mission. Typiquement, chez Helsing, on a un drone qui va détecter sa cible à plusieurs centaines de mètres. Il est encore en dehors du brouillage terminal de sa cible, qu'on appelle le champignon de guerre électronique. Là, l'opérateur va choisir sa cible parce qu'il en est certain, il a regardé, c'est bien son étude de terrain, ça correspond à son renseignement, ça correspond à ce que voit le drone d'observation. Donc, l'opérateur va choisir de détruire. Et à ce moment-là, on passe dans un mode qui est un peu tiré oubli, Fire and Forget, ça n'a rien de nouveau, hein, les missiles Fire and Forget, ça a quand même 40 ans. Et là, le drone, par contre, il va devenir autonome. Il va devenir autonome, c'est-à-dire que ce petit paquet de pixels, ça va devenir sa cible, et même s'il bouge pas trop, hein, il va aller se précipiter dessus jusqu'à la détruire. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est donner l'autonomie au drone qui permet de s'affranchir du brouillage dans ce cas précis. L'intelligence artificielle, ça se nourrit en permanence pour qu'elle soit opérationnelle. Et ça, au niveau de Delphos, c'est un peu dans votre ADN, ça. Lui apprendre à apprendre. Oui, tout à fait. On a parlé de données tout à l'heure. Chez les IA qu'on développe chez Delphox, donc avec ce fameux apprentissage par renforcement, on va utiliser de la donnée synthétique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des environnements de simulation où les agents, les drones virtuels, donc, vont pouvoir apprendre par essai-erreur dans cet environnement de simulation durant des millions, des dizaines de millions d'étapes, de scénarios qui sont répétés donc en simulation et dans lequel l'agent va apprendre à converger vers un comportement optimal et non pas converger vers une solution émergente, c'est-à-dire où on n'aura pas spécifié le but à atteindre lors de l'apprentissage, mais on n'aura pas spécifié le comment, autrement dit le comportement de l'agent et in fine du drone, une fois que cet agent virtuel aurait été déployé, intégré sur le drone, il aurait été obtenu par apprentissage ou il aura essayé par tâtonnement jusqu'à converger vers une solution qui répond aux spécifications opérationnelles qu'on souhaite obtenir de l'agent. Donc ça, c'est l'apprentissage par simulation, c'est comme ça que vous l'appelez. À nouveau, je me retourne vers Helsing et TechEver. Vous n'avez pas besoin de faire de la simulation, vous êtes dans la vraie vie quand vous êtes en Ukraine. Alors, en ce qui nous concerne, on fait les deux, à la fois de l'utilisation de données de simulation et aussi des données évidemment réelles pour l'apprentissage de nos modèles. Mais si vous le permettez, je voudrais revenir sur la question précédente. Bien sûr. Puisque je pense que c'est un cas qui est un peu différent du cas d'usage décrit par Helsing. Donc, nous, on fait essentiellement des drones ISR. Et je pense que dans cette catégorie-là, l'IA vient en renforcement ou en extension de capacité du drone et donc de l'humain, pour ce qui est de nos end-users. Donc, par exemple, on va utiliser l'IA sur des manœuvres d'évitement automatiques pour permettre au drone de mieux survivre dans son environnement. On va utiliser l'IA également pour résister au brouillage, ce qui permet également au drone de continuer sa mission. En cas de coupure de communication, ça permet à la mission de continuer à évoluer sans forcément une intervention humaine complète. Donc, je dirais que, en tout cas, dans comment on déploie l'IA dans notre usage côté TechEver, c'est surtout un accompagnement, plutôt qu'un remplacement de l'humain. C'est un renforcement de capacité et une extension de capacité. Donc, j'en reviens à ma question. Donc, vous n'avez pas besoin, du moins,
vous m'avez dit si, vous utilisez quand même la simulation, bien que vous ayez ce retour d'expérience en temps réel en Ukraine. Oui, on utilise les deux parce qu'il y a certains cas aux limites qu'on n'a pas forcément récoltés sur le terrain, donc c'est toujours important d'avoir les deux sources d'informations pour l'entraînement des algorithmes. Pierre-Alain, c'est pareil? Moi, je dirais même qu'il n'y a pas d'IA sans simulation, en fait. En particulier sur le champ de bataille, où il y a beaucoup de données qui sont difficiles à accéder. On va dire, Monsieur Russe, est-ce que vous voulez bien tourner votre char comme ça? Maintenant, allez sous l'arbre pour que j'ai juste une ombre portée, etc. Non, la simulation va nous permettre, et je pense, Maxime, vous ne nous contredirez pas là-dessus, de varier à l'infini les situations dans lesquelles se trouve tel modèle de char. Vous allez avoir les ombres que j'ai notées, le fond, par exemple un fond désertique, un fond urbain, un fond enneigé. Vous allez avoir l'état du char, avec différents niveaux de dommages, différents types d'équipements, etc. Vous allez créer ces modèles 3D, vous allez les mettre dans toutes les situations, et à chaque fois, vous allez dire à votre IA, ça c'est un char, ça c'est un char, ça c'est un char, ça c'est un char. Et un jour, elle verra ce char dans le monde réel, et elle dira, je pense que c'est ce char-là à 63%. Et vous allez ensuite le fine-tuner avec de la donnée réelle, autant que vous y avez accès. Donc il faut vraiment de la simulation, ça n'a rien de dégradant pour les modèles d'IA, au contraire. Et alors, vous avez, tous les deux, vous avez du personnel sur place en Ukraine et là, je me limite simplement à du personnel spécialisé dans l'intelligence artificielle pour pouvoir travailler sur place, ou ce personnel est dans vos usines, je sais, en Espagne, en Allemagne. Vous répondrez tous les deux, promis. Alors, j'essaie d'être galant autant que possible. Helsing a des bureaux à Kiev. On a un bureau intéressant. On a des tests, des essais en vol tous les jours de l'année en Ukraine. Et nos produits servent au sein de l'armée ukrainienne tous les jours. Donc on est en boucle courte avec du personnel Helsing ukrainien qui est en contact direct avec ces unités. Il y a aussi des programmes d'échange qui sont intéressants entre l'armée ukrainienne et l'industrie, qui permettent de récupérer des pilotes de drones militaires au sein des entreprises qui font du drone militaire, afin d'avoir le bon produit au bon moment pour la bonne armée. Donc ce retour d'expérience est permanent? Permanent. Ça oblige d'ailleurs à une certaine humilité. C'est-à-dire que ce qui peut marcher très bien à Paris, à Berlin, à Munich, là-bas, on a l'expérience du pragmatisme. C'est pour ça qu'il faut travailler en boucle courte. Il faut être capable d'adapter son logiciel quasiment d'une semaine sur l'autre. Oui, je pense que là-dessus, on est très similaires. On a également un bureau à Kiev et on a des unités de support plus à l'est, je dirais, pas sur les lignes de front évidemment, mais plus à l'est. Et ensuite, pour répondre à votre question sur l'équipe IA, aujourd'hui, on a fait des recrutements dans l'équipe dans l'ensemble des pays où on est présent en Europe, que ce soit en effet le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, mais aussi en Espagne. On cherche les talents avant tout. Donc, sur l'équipe IA, je dirais qu'ils sont, comme tous les software engineers aujourd'hui, ils travaillent en remote pour la plupart, et on va vraiment chercher des gens avec des profils seniors pour accélérer évidemment notre croissance là-dessus. Et avec un retour évidemment direct en boucle serrée sur l'Ukraine. Et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui qui ont des bons retours depuis la guerre en Ukraine et qui ont réussi à faire des évolutions, des changements de paradigme sur leurs produits, sont celles qui ont été vraiment présentes dès les premiers jours et présentes vraiment localement. C'est très important, oui. Alors justement, Nance, est-ce que l'agence est présente en Ukraine? J'ai un gros doute que tout le monde dans cette salle et sur Twitch soit habilité à avoir ce type d'informations. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. J'ai essayé quand même, hein. Mais bon, ça me paraît quand même indispensable. Mais c'est pas vous qui le dites, hein.
Oui, moi, si je peux répondre pour notre start-up, je ne pense pas que ce soit nécessaire que les ingénieurs data scientists soient présents en Ukraine. En l'occurrence, nous, c'est le cas parce qu'on n'est pas nombreux et que du coup, on se retrouve à forcément aller faire les tests dans nos bureaux également à Kiev. Parce que, et puis, c'est toujours un plus en réalité d'avoir ces petits rétex, de voir le produit en conditions réelles, etc. Maintenant, en réalité, et vu que moi j'ai un peu ce profil-là, ce profil technique, moi il me faut un rapport de vol, la donnée je peux la labelliser si je veux, à New York, en France ou peu importe. Ce travail il peut être fait derrière un ordinateur. Comme vous l'avez dit, en remote, il n'y a aucun souci. Je pense que on peut quand même séparer largement la partie test de la partie développement. C'est toujours bien de l'avoir lié pour évoluer un peu plus rapidement, on va dire, mais ce n'est pas une nécessité. Parce que vous, Helsing et TechEver, vous êtes à Kiev, vous n'êtes pas sur la ligne de front. Alors pour Helsing, on a des bureaux à Kiev, on a du personnel entre Kiev et la ligne de front, et on a des utilisateurs sur la ligne de front. Mmh. Et pareil ? D'accord. Okay. Et donc alors, si j'en reviens à l'agence, donc je ne sais pas si vous avez donc du monde là-bas, on ne le saura pas, mais comment vous faites remonter l'information ? Parce que ce matin, le commandant et le colonel qui étaient ici nous ont expliqué qu'ils avaient un retour d'information permanent. Donc là, ils n'ont rien révélé. Hein. Je parle sous le contrôle du commandant qui était là ce matin aussi. Je pense que c'est à peu près la même situation pour nous. C'est-à-dire le gros avantage d'être vraiment intégré au ministère, c'est d'être au contact des forces. On travaille beaucoup avec toutes les entités du MINARM, donc en particulier le commandement du combat du futur, mais aussi beaucoup d'entités de l'armée de terre, non seulement l'état-major, mais des unités en opération. Et on a également ce retour d'expérience permanent. On a accès aux mêmes documents, en fait. Donc, oui, on est dans la même situation. Voilà, vous avez un retour d'expérience permanent. Ouais. OK. À ce stade, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que le chat a des questions ? Personne n'a des questions. Alors, on a un micro. Hop, tiens. Hop. Merci bien. La première question est toujours la plus difficile. Oui, bonjour, je travaille pour Total Energy. Je voulais savoir, au niveau simulation, si vous utilisez finalement les environnements NVIDIA Omniverse, Unreal, Unity 3D, etc., ou si vous avez développé vos propres environnements de simulation. Je pense que la question s'adresse à tous. Hein. À tous ceux qui font de la simulation. Eh bien... De notre côté, on n'est pas assez nombreux pour développer ces produits en interne. On n'a pour l'instant pas eu beaucoup besoin, en tout cas avec nos produits développés en Ukraine, d'avoir recours à la simulation. C'est un plus qui a été ajouté après, qu'on est en train de tester, parce qu'en réalité, la donnée réelle a quand même cet avantage d'être quand même la plus proche de ce qui se passe sur le terrain. Donc on a quand même affaire à de la donnée synthétique, et on a recours à des boîtes qui sont expertes là-dedans. Alors de notre côté, on développe nos propres environnements depuis toujours, et ensuite on a des partenariats aussi avec des laboratoires de recherche ou des universitaires. Et nous, on a les deux. C'est-à-dire clairement pour la création de données, on utilise des plateformes très connues qui marchent très bien avec les algos de reconnaissance visuelle, YOLO, comme par exemple Unreal. Et on a dû créer notre propre plateforme de simulation pour tout ce qui est reinforcement learning. Nance, au niveau de l'agence ? Oui, alors de notre côté, c'est également les deux. Il y a donc des moyens de simulation développés par la DGAMI, Direction Générale de l'Armement et Maîtrise de l'Information, très avancé, très précis sur tout un tas d'équipements. Je ne rentrerai pas dans le détail.
On a également des moyens de simulation qu'on développe, nous, ad hoc, pour certains besoins. Et on utilise, en particulier pour l'apprentissage par renforcement, les dernières technologies disponibles. On a des choses extrêmement puissantes disponibles. Vous avez cité NVIDIA, il y a aussi Genesis AI qui est très intéressant. Et donc on bénéficie de tout cet écosystème open source pour booster nos apprentissages. Merci. Donc, chez Delphox, on a utilisé au moins une dizaine de simulateurs différents sur la variété des projets qu'on a pu mener. Donc, ça allait effectivement du simulateur où il y a basse fidélité, où on reproduisait l'abstraction du cas d'usage de cet environnement de simulation. Donc là, c'était avec des outils open source, différents types d'environnements qui sont compatibles à GIM, bien évidemment pour l'apprentissage par renforcement. Et puis, on a fait des apprentissages également sous Unity, où on intégrait des composantes physiques pour tout ce qui est vol aérodynamique. Donc ça aussi, on a pu faire. Et puis, pour en citer peut-être un dernier, dans le cadre de l'UAV chaud, qui est particulièrement pertinent pour les drones, c'est Gazebo. C'est-à-dire, effectivement, on a pu on a parallélisé Gazebo qui nativement ne l'est pas, pour pouvoir dupliquer les apprentissages et les accélérer. Et donc ça, c'est ce qui est particulièrement efficace parce que ça permet de combler de manière importante les reality gaps. Une fois qu'on a fait apprendre nos agents en simulation, avec un autopilote réaliste intégré à Gazebo, le reality gap est beaucoup plus faible. Donc voilà, chez Delphox, on a toute une variété de simulateurs sur lesquels on a travaillé. Merci. Une autre question, tout en haut. Alors, merci beaucoup pour le sujet et la qualité des intervenants. Alors, ma question s'adresse plus particulièrement à Maxime et Pierre-Alain, qui ont des approches vraiment différentes de l'IA sur ces applications. L'un étant d'emmener l'IA vers le hardware et l'approche inverse, contre-intuitive, effectivement. Alors, n'y aurait-il pas une troisième voie, on va dire, qui réconcilierait les deux approches, qui est le edge computing? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est la capacité de pouvoir finalement déporter l'intelligence artificielle vers différents éléments du système, et notamment vers les capteurs et ensuite vers le processeur. Donc, j'imagine que Maxime connaît très bien nos produits. Voilà, donc c'est ma question. Et comme il est malin, il me passe le micro en premier. En fait, le edge, c'est un peu déjà ce qu'on fait. Dans l'IA, en gros, vous avez l'IA militaire, bien sûr, sur les drones qui volent. Vous avez un segment sol et un segment vol. L'IA, pourquoi on la met à bord du drone? On la met à bord du drone pour qu'il y ait une première couche de traitement, une première analyse, un pré-traitement, en fait, si vous voulez, de la donnée qui est recueillie par le capteur. Mais en fait, l'IA ne voit pas le monde. L'IA ne voit pas le monde. Le drone voit le monde et l'IA voit la donnée du drone. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez changer de résolution, de latence, de bruit, de phénomènes environnementaux sur le vol, comme les vibrations de ce drone, etc., vous allez changer en fait la pertinence de votre modèle. C'est-à-dire que si vous prenez ce même modèle et vous le mettez sur un autre drone d'observation, il n'aura pas les mêmes performances. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA n'est pas quelque chose d'éthéré qu'on peut faire comme ça dans une bulle et réappliquer, etc. Je dis, c'est bien sûr pas. Je suis obligé de travailler à gros traits. L'IA, en fait, elle est dépendante de son facteur physique. Il y a une forme de codépendance en fait entre la cognition artificielle et sa forme physique dans le drone. Et c'est quelque chose qui oblige à chercher le bon facteur de forme pour ce drone. Maintenant, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça c'est pour la performance de l'IA. Maintenant, on ne peut pas changer les flottes de drones qu'il y a dans toutes les armées au monde. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de rendre un service aux armées aujourd'hui et de les amener vers du software defined, donc défini par le logiciel, pour leurs futurs produits
qui leur permettront de tirer vraiment tout le bénéfice de l'IA en enlevant par exemple de ces produits ce qui n'y est plus nécessaire. Merci. Effectivement, vous avez raison, il y a deux visions. Et nous, chez Delphox, on pense qu'effectivement, il y a déjà tout un écosystème propice à l'intégration de briques d'IA sur les drones existants tels qu'ils sont. Et donc, on se positionne sur ce créneau avec l'écosystème matériel que j'ai cité précédemment. Effectivement, vous avez raison de le préciser, il y a aussi cette possibilité-là qui est de déporter l'IA de façon en edge computing, comme vous le disiez. Et je pense que ça permet d'adresser une catégorie de cas d'usage bien définie. En fait, je pense qu'on pourrait catégoriser les cas d'usage pour utiliser soit une technologie, soit l'autre, parce que d'un autre côté, tous les cas d'usage où on en voit beaucoup, notamment dans ce salon à l'IAV-Show, qui réclame du GNSS denied, ce genre de cas d'usage où il y a vraiment besoin d'un modèle d'IA embarqué sur le drone. Mais voilà, c'est typiquement ce genre de cas d'usage que nous, Delphox, qu'on va vouloir adresser, c'est-à-dire une IA embarquée qui est capable de détecter, de traiter l'information et de prendre une décision pour un drone purement autonome, sans justement connexion à une base, à un C2 principal. Je pense que ça, voilà. Je pense que ça répond, ça dépend un peu du cas d'usage, sur la techno, lequel voilà, qu'on a besoin de la technologie qu'on a besoin d'utiliser en fonction du cas d'usage. Et donc oui, comme le dit Maxime, les cas d'usage sont vraiment nombreux et chaque cas a donc sa solution adaptée. Et chaque solution adaptée a son avantage. Donc on parle beaucoup du drone parce que forcément c'est le sujet, mais du coup il y a forcément qui rentre en jeu la télécommande et également du coup en edge, ou au niveau d'un poste de commandement, un C2, ce genre de choses. Nous chez Altares on fait les trois. Si on fait les trois, c'est qu'il y a forcément un intérêt à être sur l'un des trois niveaux. Dans le cas où on n'est pas au niveau du drone, ni au niveau en fait, pourquoi on serait pas, ne pas être au niveau du drone, ça permet d'éviter de surcharger le drone, que ce soit au niveau du poids ou alors au niveau de l'autonomie. Si on veut éviter ça, parce qu'on est dans une gamme ISR et qu'on veut un drone qui vole longtemps, dans ce cas on est plutôt au niveau de la télécommande ou alors au niveau du C2, du poste de commandement. Et si dans le cas où on n'a pas internet, ce qui est souvent le cas sur le terrain, dans ce cas on va viser plutôt la télécommande ou alors un petit calculateur déporté en marge de la télécommande. Et en fait, c'est tout l'intérêt d'une solution qui fonctionne en temps réel, sans connexion Internet en local. Donc voilà, les cas d'usage varient et en fait, toutes les solutions sont bonnes, mais elles dépendent de la faisabilité et aussi de ce qu'on cherche à obtenir. Une autre question ici. Le micro arrive. Porté par Romy. Merci. Bonjour à tout le monde et merci pour cet échange. Moi, j'avais en fait un constat et en fait une question par la suite. Le constat, c'est que en fait, cette même discussion, elle pourrait être à Moscou, elle pourrait être à Pékin. En fait, il n'y a rien de ce que j'ai entendu qui nous différencie. Donc en fait, on va faire une détection, ils vont faire un autre modèle IA, il y a eu la discussion juste avant où on voyait un peu le retour du terrain, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a l'escalade, il y a une adaptation au jour près. De l'autre côté, en fait, il y a une réponse qui est très... Donc aujourd'hui, c'est un premier constat. On voit très bien que cette adaptabilité-là, elle est compliquée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens de Thales ou de Safran qui sont là, parce qu'en fait, eux, c'est impossible qu'ils s'adaptent au jour près, quoi. Mais ma question... Attention, tout est enregistré. Ouais. Ma question, elle est en fait un peu liée à tout ça. C'est comment on garantit que, alors sans parler d'IA éthique, même si ça rentrerait en fait dans cette catégorie-là, mais comment on garantit en fait qu'aujourd'hui les modèles dont on parle, là, parce qu'en fait il y a beaucoup de discussions autour de ces modèles-là, comment on va garantir que le modèle qui est déployé sur le terrain, c'est réellement le modèle qui a été entraîné? Comment on va garantir que celui-là, il n'a pas été, on va dire,
tweaker pour justement éviter de reconnaître le fameux objet que l'on veut, etc. Parce qu'en fait, à part, on va dire, on peut faire du chiffrement, des choses comme ça, mais un modèle, c'est vraiment très très facile à venir modifier une fois qu'on a un fichier binaire. Je veux dire, pas besoin de faire une thèse ou un doctorant pour bricoler un peu des choses comme ça, quoi. Donc en fait, aujourd'hui, et je regarde un peu la MIAD là-dedans, est-ce que la MIAD n'aurait pas justement un rôle un peu aujourd'hui d'essayer de définir, on va dire, un standard, une méthodologie, une approche pour garantir que les modèles qui sont faits par les différents industriels se retrouvent bien en lieu et en place dans le bon hardware, quoi. Exactement. Oui, c'est en effet une des prérogatives de la MIAD, la définition des politiques d'usage de l'IA au sein du ministère. Et ça inclut notamment la définition de la confiance que l'on peut avoir dans le modèle, qui se traduit in fine par une homologation, et de toute la chaîne de ModelOps qui va arriver au déploiement du modèle sur les plateformes cibles, pour s'assurer qu'effectivement il n'y a pas eu d'altération. On inclut aussi dans cette logique-là le contrôle des données, car effectivement on pourrait avoir des données qui ont été empoisonnées, typiquement si elles ont été récupérées sur des plateformes open source par exemple. Donc oui, toute cette chaîne de contrôle depuis l'entraînement jusqu'au déploiement doit être maîtrisée, et c'est un des objectifs de la MIAD de définir comment est-ce qu'on maîtrise ça, de définir des standards en effet pour y arriver. Ben oui, donc Pierre-Alain, Nadia et puis également Maxime, cette question, elle vous est adressée aussi. Et moi, je rajouterais peut-être quelque chose, c'est-à-dire que est-ce qu'en Ukraine, puisque tous les trois vous êtes là-bas, est-ce que la question de l'homologation se pose? Alors d'abord, merci monsieur pour votre question, parce qu'encore une fois, vous parlez de quelque chose d'invisible. Mais la réponse à votre question, c'est ce qui fait la différence entre l'IA dans un garage, l'IA ATL 3, 4, 5, et l'IA scalable, industrialisable, qu'on peut mettre en œuvre pour une application qui n'est pas une application grand public sur smartphone pour voir des vidéos de chats, mais qui est pour faire la différence entre la vie et la mort sur un champ de bataille. Donc ça mérite qu'on se pose cette question de l'homologation, la sécurité et la sûreté des modèles employés. Et la guidance, donc les directives de la MIAD sont bien sûr attendues dans ce domaine. C'est difficile. Tout à l'heure, Maxime disait, l'IA, on va lui dire ce qu'on veut, mais on ne va pas lui dire comment, on ne va pas lui montrer le chemin. Et on va attendre qu'elle converge. Donc il faut accepter qu'il y a une partie de l'IA qui nous échappe. Il faut accepter qu'il y a une partie de black box, de boîte noire dans son raisonnement. Parce que si à chaque fois qu'il y a prend une décision, vous voulez décortiquer cette décision, vous perdez en fait tout l'avantage de l'IA, parce que vous avez pris plus de temps que si vous aviez pris cette décision par des moyens traditionnels. Donc il faut lui donner une aire de jeu à cette IA. Il faut lui dire par exemple, voilà ce que l'IA pourra faire quoi qu'il arrive, elle restera cantonnée entre ces deux limites. Et c'est comme ça qu'on commence le chemin vers l'homologation, la sécurité, la sûreté des modèles et surtout leur efficacité sur le terrain. Écoutez, moi pour ma part, effectivement je vais rebondir sur l'aspect black box des modèles d'IA parce que ça ne me semble pas si aisé que cela de pouvoir faire une modification sur le modèle qui le rend inopérant, oui, ça clairement en modifiant donc les poids du modèle. Par contre, de faire une modification ciblée sur le modèle d'IA qui lui permettrait d'un point de vue opérationnel de ne pas répondre à telle ou telle fonctionnalité, ça me semble être quelque chose de particulièrement pointu. Et je dirais même jusqu'à dire que si on savait faire ça, quelque part, on aurait résolu le problème de l'explicabilité et donc de la certification des modèles d'IA pour l'embarquer. Voilà. Qui est effectivement une problématique, qui est un enjeu de sécurité pour effectivement déployer des modèles d'IA sûrs et fiables sur le terrain. Oui, juste pour compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec les deux précédentes interventions, et merci pour la question, parce que je pense aujourd'hui que
il y a deux problématiques, l'éthique et la cyber, par rapport à l'usage de l'IA dans nos drones et dans d'autres engins, je dirais. Et du coup, moi, je le vois plutôt comme une opportunité européenne de vraiment prendre ces deux sujets qui sont l'éthique et la résistance à la cyber, et de vraiment développer un écosystème qui serait capable de mettre l'IA au service de nos technologies et évidemment de nos end-users, mais de manière éthique et robuste à la cybersécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, vous parliez de la Chine et d'autres pays, je pense qu'on a énormément de talents, si on prend tous les talents européens. Et je pense vraiment qu'il faut le voir comme une opportunité de développer la bonne IA, d'un point de vue résultat et efficacité, mais aussi d'un point de vue éthique et résistance à la cyber. Et je pense que ça, c'est le challenge qu'on a tous à relever. Adrien ? Oui, moi je pense que la question, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, du moins c'est peut-être difficile, mais ça le sera peut-être à l'avenir. Ça évolue très vite, donc on ne peut être sûr de rien là-dessus. J'aurais pas forcément les bonnes réponses pour s'y prémunir, si ce n'est qu'il faut peut-être garder quand même, comme on le disait, le doigt là où on met la limite entre l'IA et l'humain. C'est pour ça que nous, de notre côté, chez Altares, nos solutions, elles viennent assister le pilote, elles viennent jamais le remplacer. Il faut toujours que ce soit un humain qui valide derrière si oui ou non l'IA a fait la bonne décision, a pris la bonne solution. Merci pour cette question. On a eu une réflexion très très intéressante. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. No, So a question to all of you, understanding your need for AI and understanding how your devices or equipment constantly will require more and more. First of all, is there a native common European or NATO model that you're trying to contribute to? And the second question to the same question is, do you also plan on creating any kind of inference focused device, to have an actual portable data center on the field, to be able to manage those devices? And if so, are you working on it? Alors, pour la première question, nous, notre objectif à l'Amiad, c'est donc de travailler sur des questions de souveraineté pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement étranger aux dynamiques de l'OTAN ou européenne. On y travaille, on a des gens qui sont impliqués dans ces définitions standards, mais vraiment pour l'instant, on se concentre sur les aspects nationaux. Ensuite, je pense que la deuxième est plus pour mes collègues. Donc j'ai compris qu'on répondait en français pour qu'il ait la traduction. Oui, il a la traduction. Oui. Alors c'est parfait. Les standards au niveau OTAN, ils sont encore largement en cours d'élaboration. L'IA bouge très vite. Et pour l'instant, on n'a pas d'objectif à atteindre en termes, par exemple, de sécurité, de type de chiffrement, de type de logiciel à utiliser. Pour la deuxième question que vous posez la question du segment sol. Il n'y a pas d'IA on edge, c'est-à-dire dans les drones, sans un segment sol qui s'occupe d'entretenir la donnée, de faire le cycle de réentraînement, c'est-à-dire qu'il va nourrir les drones. Donc je vais mettre de l'IA dans le drone, je vais donner une donnée à cette IA qui va lui permettre de reconnaître par exemple des objets sur le champ de bataille, par exemple, mais ça peut être aussi reconnaître une certaine forme d'onde dans le spectre de radiofréquence. Je lui donne ces données. Pendant le vol, le drone va enregistrer, il va revenir de vol, et je vais débriefer le drone, je vais récupérer ces données et je vais enrichir mon modèle d'IA. C'est-à-dire que chaque vol va permettre un réentraînement de l'ensemble de la flotte. Si vous ne faites pas ça, votre IA périme. Elle devient stale. Et du coup, elle devient inefficace. Vous allez perdre en fait en pertinence de cette IA. Merci. Oui.
Alors chez Delphox, donc concernant la deuxième question, c'est précisément pour ça qu'on a développé RealMind. C'est pour permettre à nos clients de pouvoir réentraîner leur modèle eux-mêmes suite à un rétex. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que une des raisons d'être de Delphox, c'est de développer des modèles, des modèles apprenants qui apprennent en ligne, c'est-à-dire développer des modèles d'IA qui sont capables d'apprendre durant leur mise en production. Donc l'apprentissage par renforcement est une première étape pour y arriver. Mais notre objectif à terme, c'est bien celui-ci, c'est d'apprendre durant le déploiement opérationnel de la mission et pas forcément, durant le déploiement, je dis bien durant le déploiement opérationnel, pas forcément une fois qu'elle revient à la base, qu'elle se fait une mise à jour, etc. Et ça demande des technologies qui n'existent pas encore. Nous, Altares, on travaille du coup avec différentes entreprises, différents dronistes. On travaille avec énormément de vecteurs. Donc, on est amené à rencontrer les standards de l'OTAN, que ce soit du coup au niveau du flux vidéo. Donc oui, en fait, nous, on travaille. Enfin, nous, c'est pas nous qui forcément choisissons cela, mais on est amené à travailler à ça. Et je pense qu'on est favorable un peu à la standardisation, parce que sinon, on se retrouve avec des systèmes comme Parrot qui ont un flux propriétaire. Qui du coup n'est pas compatible avec Delta Suite, qui est l'équivalent attaque français, développé par Impact. Et du coup, bon, nous, ça nous donne du boulot, forcément, parce qu'on fait un peu tout ce travail de standardisation du flux, en plus de l'analyse, avec une boîte Magellan. On fait ce travail de standardisation, et du coup, ça rajoute une couche, en fait, qui n'est pas forcément nécessaire. Donc la standardisation, c'est une bonne chose de mon côté. Et ensuite, on a également, comme Delphox, une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme MLOps, qui permet le réentraînement de nos modèles. En plus de l'avantage de garder la souveraineté des données niveau client, ça permet de travailler au rythme du client et de s'adapter aux changements du terrain. Je prends un exemple très concret auquel on a fait face en Ukraine, là où les unités utilisaient nos solutions. L'IA commençait à moins bien détecter les chars à cause des tôles qui avaient été mises sur les chars par les Russes. Et du coup, cette plateforme, elle permet de récupérer directement de la donnée sur le terrain en temps réel. Le soir, on labellise. Il y a un travail automatique de l'IA qui est fait sur la vidéo pour faire un premier passage. Il y a un humain qui repasse derrière. Ça permet de faciliter les réentraînements, un peu les automatiser, on va dire, et d'être de plus en plus réactif au changement du terrain. Et en fait, la réactivité, c'est ça qu'on cherche dans la défense. Je peux compléter peut-être ? Oui, bien sûr, bien sûr. De notre côté, oui, alors tous nos flux de données sont évidemment standards OTAN. Concernant l'IA, on est très attentif aussi à toute standardisation, que ce soit de l'OTAN ou de l'UE, pour nous encadrer, je dirais, sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on avance très vite, mais il est vrai que si on ne suit pas toute standardisation à venir, on risque de perdre en rapidité. Donc du coup, évidemment, c'est des sujets que l'équipe regarde. Et concernant les apprentissages, de la même façon, c'est des apprentissages en temps réel, en continu, en fonction des différents cas d'usage sur lesquels nos IA sont employés. Donc rien de très différent de ce qui a déjà été dit. D'autres questions ? Non. On se rapproche là de la fin de notre débat. Comment vous qualifieriez les progrès accomplis ces 3-4 dernières années au niveau de l'IA ? Si vous aviez un mot pour le qualifier. La qualification, c'est compliqué, vous le savez, Eliamid. Je dirais que c'est le début. Pardon ? Je dirais que c'est le début. Le début ? Oui, je dirais que c'est le début. Mais dis un mot, vous n'avez pas dit d'expliquer. Oui, non, mais... Non, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'à la vitesse à laquelle tous les acteurs de l'IA avancent, parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul à avancer,
et les cas d'usage et la façon d'utiliser l'IA et d'intégrer, que ce soit directement dans la conception du drone ou en couche supplémentaire, etc. Je pense que toutes ces initiatives sont très utiles à faire avancer ce sujet-là. En effet, on est dans le début de tout ce qu'on sait faire avec l'IA, mais on est aussi au début de savoir comment utiliser l'IA, encore une fois, pour rebondir à nouveau sur les aspects éthiques et cyber. Donc oui, je rejoins complètement, on est au tout début de l'aventure sur l'IA, oui. Donc c'est ce que je disais au début, on n'a encore rien vu. Mais là, je me contentais simplement de faire la synthèse de tout ce que vous m'aviez dit lors de la préparation. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose ? Moi, je dirais oui, c'est le début, mais c'est le début pour la défense. L'IA, il y a des utilisations qui se font, qui sont énormes, qui sont très avancées. C'est juste que la défense a mis du temps peut-être à l'intégrer dans ses systèmes. Et peut-être du coup poser la question au commandant. Alors, j'allais y venir. Ben, on va lui passer le micro. Bon, en tant qu'utilisateur final, c'est un peu compliqué. Parce que moi, globalement, j'ai des besoins éventuellement et effectivement, vous développez les solutions qui me permettent d'y répondre. Après, vous parliez tout à l'heure de connexion Internet, vous parliez de sécurité. Bon, effectivement, sécurité des opérations et Internet, pour moi, il y a deux choses qui sont un peu antinomiques. Donc, globalement, je perçois, il me semble percevoir toute la plus-value qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y aura un vrai travail. Il y a un vrai travail de standardisation, un vrai travail de SSI également à mener pour qu'on puisse utiliser ces capacités sur nos systèmes opérationnels qui ont des caractéristiques un peu particulières, notamment qui sont assez fermés. Et voilà, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans nos systèmes d'information de commandement opérationnels. Mais je n'ai pas de réponse malheureusement sur ce sujet. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors je pense que en fait c'est les prémices d'une révolution. Le ministère l'a bien senti d'ailleurs. Si vous me permettez, je vais faire une digression. Bien sûr. Sur donc un projet dimensionnant qui a été lancé en mai 2025, donc c'est tout récent, qui vise à développer la première unité robotique de combat, donc une unité composée de robots terrestres, de drones hétérogènes, opérés par un C2 autonome. Donc c'est un projet en fait d'intelligence artificielle au service donc des opérations terrestres en utilisant des plateformes drones et robotiques. Et donc c'est le projet Pendragon qui a été lancé donc avec des ambitions assez rapides, avec une première démonstration donc à l'été 2026 et on vise une mise en service de la première livrée en 2027. Donc on se rend compte effectivement de la nécessité d'avancer vite sur ces sujets. Et l'objectif est d'intégrer, Pendragon se veut un projet fédérateur en fait. Le but est d'intégrer toute la BITD, toutes les universités dans ce projet avec une méthode exploratoire. On va aller mener des expérimentations pour aller intégrer des briques technologiques, les faire fonctionner ensemble et accomplir des missions donc, qui seront données par un chef tactique. Donc, ce projet est donc l'idée par l'AMIAD, mais en collaboration avec le commandant du combat du futur, qui assure donc le lien avec la partie opération. Donc voilà, le ministère des Armées est bien au courant que ce n'est que le début en effet, et qu'il faut aller très très vite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a cet impératif aussi, c'est d'aller très très vite, parce que quand on écoute ceux qui fournissent les drones en Ukraine, hein, il faut une réactivité totale. Donc est-ce que la DGA aura cette capacité ? Alors, la DGA, oui, c'est vrai je sais que vous ne voulez pas parler au nom de la DGA. Mais... Je ne veux pas parler au nom de la DGA, effectivement, mais c'est une question légitime, puisque la création de l'AMIAD, effectivement, pourrait laisser penser que non. Mais la DGA, il ne faut pas oublier qu'elle dispose donc d'un vivier d'experts absolument fantastique sur les sujets de la robotique et de l'IA, qu'elle anticipe ces questions-là depuis des années déjà, avec la BITD, à travers différents vecteurs contractuels. Et elle est intégrée à la plupart de nos projets, en particulier intégrée à Pendragon. Donc effectivement, elle fait partie de cette équation. Voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça.
Alors, on arrive à la conclusion. J'ai l'impression, moi, que après avoir animé donc 4 tables rondes et puis de me balader là, dans les allées du salon, pour être un fidèle du salon depuis sa création, que la partie civile, on l'a mis entre parenthèses cette année. Est-ce que les progrès qu'on est en train d'accomplir, que vous êtes en train d'accomplir sur le champ de bataille en Ukraine, ce que vous faites aussi au niveau de la MIAD, est-ce qu'à un moment, quand les tensions, la guerre, tout ça va s'apaiser, est-ce que vous pensez que le drone civil va pouvoir à la fois en profiter et se libérer de toutes les contraintes qu'il avait avant, parce que ça fait 15 ans que le salon existe, et ça fait 15 ans que j'ai l'impression qu'on tourne en rond et qu'on avance par petits pas. Et là, d'un seul coup, on voit qu'en 3 ans en Ukraine, ça a été, comme vous dites, une révolution au niveau du drone. Alors, j'aimerais un message d'espoir pour finir. Hein, vous aussi, non ? Je saute sur la question. Alors, évidemment, malheureusement, entre guillemets, la défense permet toujours d'aller beaucoup plus vite, et ça s'est démontré. Ça s'est démontré. J'ai pas besoin de le répéter ou de le démontrer. Depuis le début de l'humanité, oui. En ce qui nous concerne, nous, chez TKV, on fait des drones vraiment à usage dual. Donc, on continue à évidemment maintenir et développer tous nos contrats dans le monde du civil. Que ce soit pour de la surveillance maritime, de la surveillance d'infrastructures critiques, etc. Et vous faites bénéficier au fur et à mesure le civil de ce que des avancées, des progrès que vous faites oui, exactement. dans le domaine militaire. Il y a certains cas d'usage qui évidemment ne se représentent pas dans le monde du civil, heureusement, mais il y en a énormément par contre qui sont évidemment présents dans les deux mondes. Je parlais tout à l'heure de charge cognitive de l'opérateur. On fait des opérations de 18 heures dans le civil également, et la charge cognitive, c'est la même si le stress est peut-être pas le même. Sur de la détection automatique de cibles, de l'aide à la décision, toutes les avancées qu'on fait dans ce domaine-là, nous les appliquons également dans le milieu défense ou dans le milieu civil. Donc il y a énormément de choses qu'on arrive à répliquer et qui sont déjà utilisées pour votre note positive. Elles sont déjà utilisées dans le monde du civil. Donc oui, cette année, c'est vrai que le salon est très axé défense, mais je pense que c'est tout l'écosystème qui va bénéficier de tout ça et de tous ces développements technologiques qui vont aujourd'hui très très vite. Vous êtes tous d'accord ? Alors Helsing se concentre sur le militaire, on ne fait pas du tout de duel, mais plus largement, bien sûr, j'abonde dans ce que dit Nadia, l'IA est transverse. Il y a des problèmes qu'on a, par exemple, on peut imaginer, si détecter des personnes sur un champ de bataille, ça aide un jour à détecter des personnes dans un scénario de crue, par exemple, que ça peut sauver des vies, pourquoi pas. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Donc, on va retenir qu'on est au début d'une révolution. Et puis, je voudrais aussi citer une phrase que vous m'avez dite, Nadia, quand on préparait. Vous me disiez, un drone sans IA, c'est une extension du bras. Avec une IA, c'est un équipier. Je pense que le colonel est d'accord avec... J'espère. Belle promotion. Oui, merci pour cette promotion instantanée. Voilà, je vous l'ai dit, je voulais finir sur une note optimiste. Donc merci à vous tous, merci à la salle. J'espère que le chat était en forme et a été intéressé. Je voulais aussi remercier la régie qui a fait un boulot très discret mais très efficace. Ça a super bien marché pendant 2 jours. Demain, donc, on se retrouve au soleil. Ça va être agréable, passer la journée sur l'aéroport pour voir voler des drones et puis pour parler de drones, mais cette fois-ci au soleil. Donc n'oubliez pas votre crème solaire parce qu'il va faire beau demain. Donc à demain.